Dès que les rayures noires et blanches effleurèrent la rive, le fleuve se déchaîna tel une bête affamée, lacérant la surface d'un coup de dent. Cette rage contenue durant toute la saison sèche, se déchaîna avec une fureur dévastatrice. Au milieu du chaos du troupeau, les zèbres parviendraient-ils à échapper à la mort et à accomplir un exploit inattendu? Traversée du fleuve du désespoir. Zèbres stupéfaits par les crocodiles. Le matin se déploya sur la plaine comme une bande argentée, tirant peu à peu la savane de son long sommeil. Les branches d'acacia ondulaient dans la brise matinale, et le ciel s'étendait jusqu'à des horizons apparemment infinis. Le Serengeti, en saison sèche, possédait une beauté à la fois craquelée et vibrante. Les crevasses du sol s'étiraient comme d'anciens vaisseaux sanguins, guidant la survie de toutes les créatures dans une même direction, trouver l'eau. Sur cette terre, les rayures noires et blanches commencèrent à se mouvoir très tôt le matin. Les zèbres, parmi les créatures les plus nomades d'Afrique, révèlent à chaque pas leur nature à la fois fière et fragile. Chaque individu est unique, comme un dessin, aucun couple n'est identique à un autre. Mais réunis en troupeau, ils forment un vaste tableau mouvant, à l'image des ondulations à la surface d'un immense lac. Les zèbres vivent selon les règles strictes du troupeau. Les femelles mènent généralement, décidant de la direction et des arrêts. Les mâles adultes maintiennent un périmètre de sécurité, scrutant sans cesse les herbes rases où pourraient se cacher les prédateurs. Les jeunes, plus faibles et plus petits, restent toujours au centre du troupeau, les plus en sécurité mais aussi les plus vulnérables. Mais cette année, la saison sèche a duré plus longtemps que d'habitude. L'herbe a pris une teinte jaune brûlée, la terre est si sèche qu'à chaque pas, une fine poussière flotte au soleil. L'odeur de l'eau est devenue si rare que tout le troupeau doit tendre le cou pour déceler une faible humidité dans le vent. La savane n'était plus un foyer, mais un avertissement. Car ici, quand l'eau disparaît, chaque créature sait qu'elle est perdante si elle reste immobile. C'est ce qui força tout le troupeau de zèbres à quitter sa terre natale. Ils suivirent des sentiers tracés par leurs ancêtres des milliers d'années auparavant, des chemins invisibles menant vers le nord, là où les dernières pluies de la saison étaient censées tomber plus tôt. Mais ce chemin n'était jamais facile. Pour atteindre leur nouvelle terre, ils durent traverser des plaines arides où rôdaient les lions, franchir des vallées où les chiens sauvages grognaient dans l'ombre, et affronter le plus grand défi de chaque génération, les rivières profondes qu'ils devaient traverser pour survivre.
Ainsi, tandis que le soleil montait un peu plus haut, les rayures commencèrent à converger en un ruisseau. Un ruisseau qui respirait, qui avait peur, mais qui continuait d'avancer. Car dans la savane, ce ne sont pas les plus forts qui survivent, mais les plus persévérants. Et aujourd'hui, avant de raconter l'histoire d'un individu, voici celle du troupeau. Une communauté qui doit poursuivre sa vie, quitter courageusement son ancien foyer et affronter les eaux tumultueuses qui s'étendent devant elle, où le destin peut basculer en un instant. Alors que le troupeau approchait de la rive, le bruit des pas sur la terre humide créait une musique angoissante, un rythme annonciateur d'un malheur imminent. Le soleil de midi, rasant l'eau brunâtre et trouble, reflétait des rayures noires et blanches qui tremblaient d'anxiété. Juste devant Rala, un jeune zèbre, le pelage encore doux et le souffle encore haletant, cherchait un endroit où poser ses pattes sur la pente. Mais la saison sèche avait tout érodé, rendant la berge aussi glissante que de la pierre. Soudain, Rala perçut un bruit très faible, le crissement de sabots. Le jeune zèbre trébucha sur une pierre, ses pattes avant glissant avant qu'il ne puisse reprendre son souffle. Le petit corps tanguait, sa poitrine heurtant la fine couche de vase au bord de l'eau. La vase gicla, un sifflement étouffé lui échappa. Tout se passa en un instant. Et à ce moment précis, l'eau en contrebas explosa soudainement. Une mâchoire de crocodile gigantesque jaillit verticalement, telle une trappe s'ouvrant sur le fleuve. Le bruit de la morsure était comme le fracas de la roche, dur, froid et impitoyable. Elle se referma sur l'endroit où le petit venait de glisser. Une fraction de seconde de retard, et cette mâchoire lui aurait broyé la patte. La boue vola en éclats, le troupeau se débattit, ses pattes tremblantes s'accrochant désespérément au sol. Rala vit ses yeux s'écarquiller, reflétant la lame blanche et froide des mâchoires du crocodile juste derrière lui. Pris de panique, le jeune cheval bondit du bord de la boue, glissant en arrière sur la berge, des mottes de boue collées à sa poitrine. Il survécut, non par sa force, mais par l'échec du chasseur. Mais le troupeau ne s'arrêta pas. Le hennissement de la jument l'appela. Toute la file rayée de noir et de blanc continua d'avancer, propulsée par le rythme irrésistible du troupeau.
Même la mère du jeune cheval n'eut le temps que d'un bref coup d'œil avant d'être emportée par le tourbillon de centaines d'autres individus. Rala sentit la fragilité de la survie lui peser sur la peau. Quand la vie revient, non par chance, mais par la colère de la mort qui n'a pas encore frappé sa cible. Savannah demeura silencieuse. Le rythme du troupeau s'accéléra. Et la rivière, comme réveillée, se prépara à déchaîner des épreuves encore plus cruelles et inattendues, ne laissant aucune chance à quiconque. Des rayures noires et blanches se mêlaient pour former un courant vivant, serpentant le long de la rive. La poussière rouge soulevée par des centaines de sabots enveloppait les lieux d'un fin voile de fumée, la lumière du soleil, se reflétant à travers la poussière, donnait à tout un aspect vibrant, lourd et vibrant. Derrière, les adultes pressaient les individus du milieu d'avancer plus vite. Devant, l'eau clapotait lorsque le premier groupe s'avança dans le courant glacé. Rala prit une profonde inspiration. Le vent couvrait le bruit de son cœur, mais elle savait qu'elle devait bouger. Si elle ne rejoignait pas le troupeau maintenant, elle serait poussée au bord du précipice. De douces ondulations se propageaient, comme si la surface du fleuve venait d'entendre un secret et le lui murmurait. Rala ne réalisa pas que le crocodile avait déjà plongé plus profondément. Il n'avait pas renoncé. La morsure manquée du petit ne faisait que le rendre plus patient et plus dangereux. Et tandis que le troupeau se précipitait dans l'eau, une grande ombre sombre commença à changer de direction, se fondant dans la boue tourbillonnante sous la surface du fleuve. Un léger mouvement. Un souffle froid. Un danger se profilait. Le troupeau commença à nager plus profondément dans le fleuve, l'eau s'engouffrant autour de leurs pieds, emportant avec elle de la boue et une vague peur viscérale. Les animaux de tête formaient un étroit passage, mais sous la surface, ce qui les attendait demeurait imperturbable face au chaos. Au moment même où Rala sentait une lueur d'espoir après l'échappée de justesse du petit, l'eau devant eux devint soudain d'un calme inhabituel. Un silence que les savanes utilisent pour annoncer une tragédie. La zèbre femelle à sa droite, plus grande, plus forte et plus expérimentée, luttait pour garder l'équilibre tandis que l'eau s'abattait sur ses pattes. Ses oreilles tressaillirent légèrement, un réflexe d'alerte instinctif, mais avant qu'elle ne puisse tourner la tête. La surface de la rivière explosa. Pas une morsure manquée, pas un avertissement.
Une attaque précise et froide, sans la moindre chance. Les mâchoires du crocodile se refermèrent sur son ventre. Le bruit fut comme un lambeau de peau déchiré en plein vol. L'eau jaillit en une colonne trouble, l'odeur du sang se répandant, se mêlant à la boue. La zèbre se débattait. Ses pattes arrière s'agitaient frénétiquement, frappant l'eau avec une telle peur désespérée que le cœur de Rala se serra. Son bénissement était étouffé, tremblant, non pas comme un appel au secours, mais comme le cri d'une créature qui savait avoir été choisie par le destin. Le troupeau se mit à bouger, les autres corps heurtant Rala et la repoussant malgré ses tentatives de se retourner. Personne ne s'arrêta. Personne ne ralentit pour pleurer. Le zèbre eut un violent sursaut, ses yeux brillant dans l'eau. L'instinct féroce l'avait quitté. Il n'y avait plus la moindre lueur d'espoir. Seule la lutte acharnée pour un dernier souffle dans l'eau glacée subsistait. Le crocodile tira de toutes ses forces, son corps bascula brusquement sur le côté, puis il fut entraîné vers le fond comme une pierre. Aucun signe de retour. Seuls des cercles noirs s'agrandissaient à la surface de l'eau, comme des blessures laissées dans la savane, témoins de la lutte des survivants. La rive nord semblait un havre de paix, mais tandis que Rala sortait péniblement de l'eau, elle sut que ce n'était pas la libération, seulement un endroit pour reprendre son souffle avant que la savane ne les mette de nouveau à l'épreuve. L'eau ruisselait le long des rayures de son corps en grosses gouttes, comme si chaque goutte portait les cris du troupeau. Le sol sous ses pieds était plus chaud que l'eau du fleuve, mais un frisson persistait dans ses jambes. Autour d'elle, d'autres personnes gagnèrent la rive, les épaules tremblantes, le souffle court. Pas un seul hennissement de joie. Pas un seul soupir de soulagement. Seul le silence régnait, un silence si pesant que Rala pouvait presque entendre le cri du zèbre traîner au fond du fleuve, un écho encore présent dans sa mémoire. Quelques-uns tournèrent la tête pour regarder l'eau trouble derrière eux. Les anneaux d'eau sombre et circulaire continuaient de se dissoudre, comme les dernières traces de vie fauchée.
Les zèbres vivent au rythme du troupeau, un rythme auquel ils sont aussi liés. Ils ne peuvent s'arrêter pour sauver qui que ce soit. Ils ne peuvent faire demi-tour. Ils ne peuvent résister à l'élan de centaines de corps derrière eux. La force du troupeau les protège des prédateurs, mais sur la rivière, cette force devient un fardeau, les forçant à abandonner des vies qu'ils ne peuvent plus suivre. Telle est la règle que les zèbres suivent depuis des millénaires. Pour vivre, il faut parfois accepter des pertes irréparables. Alors que le troupeau commençait à se disperser sur la rive pour reprendre son souffle et se préparer à gagner les plaines du nord, Rala se tenait au bord de l'eau, le regard fixé sur les vagues qui continuaient de déferler. Une douce brise portait l'odeur de la boue, et une autre odeur, ténue mais piquante, comme celle de quelque chose qui attend patiemment son heure. Puis l'eau à ses pieds s'agita. Non pas le léger frétillement d'un petit poisson. Non pas le mouvement d'un courant. Mais quelque chose de lourd, de déterminé et d'un silence absolu. Rala n'eut pas le temps de reculer. Un sifflement strident d'eau jaillit et le crocodile, celui qui avait tué le zèbre plus tôt, se jeta sur elle. Le sol derrière Rala explosa dans le bruit de l'eau qui se déchirait. Avant même qu'elle puisse respirer, les mâchoires du crocodile se refermèrent sur sa patte arrière. La douleur fut fulgurante, comme une lame brûlante s'enfonçant dans la chair. Le monde tournoyait et basculait dans le chaos de l'eau et de la boue. Rala s'effondra, ses os de la patte craquant dans un craquement bref mais sec, comme une branche sèche qui se brise dans le désert. Le crocodile ne se contenta pas de mordre. Il donna un coup sec. Un coup sec qui entraîna Rala tout entière vers le fond, la moitié de son torse submergé dans l'eau glacée, comme une sentence de mort. À cet instant, elle sentit clairement que ce qui l'entraînait n'était pas un animal, mais l'ombre de la mort. L'eau lui inonda la bouche et le nez. Elle tenta de respirer, mais ne reçut que de l'air froid qui lui envahit les poumons. Devant ses yeux, la lumière de la savane se distordait, se confondant en une traînée blanche. Un gémissement étouffé de douleur, que seule la rivière pouvait entendre. Le troupeau était parti au loin. Personne ne se retourna. Personne ne le vit être entraîné vers un lieu où tous les cris s'évanouissaient. Un bref instant, Rala aperçut le visage du zèbre, englouti quelques instants auparavant,
les yeux grands ouverts, sombrant dans une obscurité inaccessible. Il ne pouvait pas mourir si facilement. Une force plus forte que la peur monta en Rala, une rage désespérée, celle de quelqu'un qui refusait d'accepter son destin. Il tourna la tête pour se battre. Le crocodile ne s'y attendait pas. Il pensait que sa proie faiblissait, prête à sombrer. C'est à cet instant de confiance qu'il ouvrit grand les yeux. Rala prit une profonde inspiration, comme s'il avalait le ciel tout entier, tordit violemment son cou et lui mordit les yeux. Un bruit terrifiant retentit, non pas un hennissement, ni le clapotis de l'eau, mais le crocodile trembla si violemment que toute la berge frappa légèrement. Il relâcha ses mâchoires. Non par surprise, mais sous l'effet d'une douleur qui lui transperça le cerveau. Logique là-haut, une tache blanche et floue devant les yeux de Rala. Le zèbre donna un coup de pied avec ses 3 pattes restantes, le corps douloureux mais l'esprit flamboyant, bondissant hors de l'eau où le crocodile se débattait, chaque pas déchirant la terre et les rochers. Il roula sur la berge comme quelqu'un émergeant d'un sommeil de mort. Ses yeux étaient grands ouverts, mêlant la peur et l'instinct de survie. La rivière derrière lui retomba dans le silence, comme si aucun combat n'avait jamais eu lieu. Mais à présent, toute la savane savait qu'un zèbre venait d'accomplir l'impossible. Vaincre la mort grâce à son intelligence et à un esprit indomptable. Le zèbre se tenait sur la berge, mais son regard était différent. La rivière derrière eux s'étendait immobile, telle une longue cicatrice sur la savane, un lieu qui avait englouti son espèce, mais aussi celui où elle venait d'arracher la vie aux griffes de la mort. Le troupeau poursuivit sa route, et elle aussi. Au milieu des rayures noires et blanches se fondant dans le soleil de l'après-midi, elle rejoignit le flux de la migration, plus forte, plus alerte, portant en elle le souvenir du moment où elle avait elle-même vaincu la mort. Le voyage était encore long. La savane attendait encore. Si vous souhaitez continuer à suivre ces périples à travers la savane, ces traversées de rivières à couper le souffle et ces instants d'instinct fulgurant. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun épisode. Ces deux forces imparables s'affrontent. Un seul instant de faiblesse peut tout décider. Lorsque la bataille se déroule, qui sera le vainqueur ultime? Buffle du Cap contre Lion.
Combat pour la survie dans l'Okavango sauvage. Au cœur de l'Afrique australe, là où le désert aride du Botswana cède soudain la place à un vaste labyrinthe aquatique, l'Okavango apparaît tel un mirage vivant. À chaque crue, le fleuve d'Angola déborde, creusant des canaux sinueux, des roselières inondées et des prairies marécageuses qui s'étendent à perte de vue. Cette oasis géante abrite des centaines d'espèces animales, des imposants troupeaux de buffles du Cap et d'éléphants géants aux lions, hyènes et léopards tapis dans l'ombre. Mais cette abondance est aussi la cause d'innombrables luttes pour la survie, où les plus forts ne survivent pas forcément, et où toutes les créatures doivent trouver le moyen de survivre. Ici, une force pure naît. Un troupeau de buffles du Cap, broutant tranquillement au milieu d'un champ. C'est la dernière saison des pluies, l'herbe pousse drue et les mares d'eau douce sont suffisantes pour que le troupeau, composé de centaines d'individus, vive en bonne santé. Mais c'est aussi à cette époque que les mâles entrent dans la période de pointe des luttes de pouvoir. Car le chef guidera le troupeau vers la meilleure source de nourriture et obtiendra le droit de s'accoupler avec les femelles les plus fortes. Le buffle du Cap est une masse musclée, mesurant environ 1,5 m au garrot, pesant en moyenne entre 5 cents et plus de 900 kg. Ses cornes sont largement courbées de chaque côté puis pointées vers le haut comme une faucille. Au milieu, elles forment une épaisse masse appelée bosse. Leur armure osseuse est suffisamment solide pour résister aux coups mortels de ses congénères. Leurs armes ne sont pas des griffes ou des crocs comme les prédateurs, mais des cornes géantes. Au milieu du troupeau, deux buffles mâles adultes se font face. Inutile de parler, il suffit de regarder leurs yeux et leur posture pour comprendre. Aujourd'hui, l'un d'eux prendra la tête, tandis que l'autre devra rester sur le côté. Le silence se fait soudain. Le chant des oiseaux s'estompe, et le troupeau de buffles femelles se déplace de chaque côté. Puis, leurs cornes s'entrechoquent. Aucun des deux ne cède. Non seulement pour vaincre l'adversaire, mais aussi pour déclarer « Je suis le chef ». Il ne s'agit pas d'une simple épreuve de force, mais d'un combat à mort qui détermine le pouvoir, les droits d'accouplement et l'avenir du troupeau. Chez les buffles du Cap, la saison des amours coïncide souvent avec la période où les prairies de l'Okavango sont les plus verdoyantes, à la fin de la saison des pluies.
Il s'agit d'une stratégie évolutive. Lorsque les sources de nourriture sont abondantes, la femelle dispose de suffisamment de nutriments pour nourrir le fœtus et donner au petit un bon départ dans la vie. Le mâle vainqueur aura l'occasion de s'accoupler avec plusieurs femelles, mais toutes ne les accepteront pas immédiatement. Ils choisissent souvent des mâles forts, endurants et capables de protéger le troupeau des prédateurs. L'accouplement est rapide, mais la préparation peut durer des semaines. Le troupeau de buffles est uni, protégeant la nouvelle génération au centre, là où elle est la plus en sécurité. Ils sont extrêmement protecteurs envers leurs petits, non seulement la mère, mais tout le troupeau l'entoure, usant de sa force et de ses cornes pour repousser les prédateurs. Les luttes de pouvoir au sein du troupeau font partie intégrante de la vie ici. Pour le buffle du Cap, maintenir sa domination n'est jamais la fin du défi. Là-bas, les prairies de l'Okavango présentent toujours des dangers plus grands, provenant de prédateurs patients et avisés. Au loin, les lions guettaient, guettant ce moment de faiblesse. Attaquer un troupeau de buffles fort et organisé est suicidaire. Mais attaquer un troupeau de buffles dont les rangs étaient en désordre? C'était une occasion en or. L'attention du troupeau était focalisée sur la menace qui s'étendait devant lui, lorsque deux autres lions se faufilèrent silencieusement sur les flancs. Ils se rapprochèrent, se fondant presque dans l'herbe, bloquant silencieusement les voies de fuite. Leur cible n'était pas le buffle de tête, mais un individu moins chanceux qui s'était légèrement éloigné de la défense principale. Tandis que le puissant buffle de tête repoussait les lions, l'encerclement de ce côté était désormais fermé, et les lions les plus grands et les plus puissants se lançaient à l'attaque. L'atmosphère est tendue. Les lions chargent à l'unisson. Il est trop tard pour une résistance acharnée. La chasse est terminée. La confiance du buffle du Cap face au prédateur numéro 1 d'Afrique vient de sa force physique supérieure. Pesant jusqu'à près d'une tonne, ses muscles épais et ses cornes recourbées soudées au front forment un bouclier aussi dur que l'acier. C'est une arme défensive et offensive efficace, capable de causer de graves blessures aux prédateurs.
Mais dans la nature, la force individuelle peut difficilement vaincre une organisation disciplinée. La troupe de lions s'appuie toujours sur son intelligence et sa coordination, exerçant une pression de toutes parts et maintenant le siège jusqu'à l'épuisement de la proie. C'est cette tactique qui fait d'eux les seuls adversaires de l'Okavango capables de vaincre le buffle du Cap. Les lions sont les seuls grands félins à vivre en groupe. Ils ont un corps musclé, des pattes arrière puissantes pour sauter et des crocs pouvant atteindre 8 cm de long, suffisant pour transpercer la gorge de leur proie. Au sein de la troupe, chaque lion connaît parfaitement son rôle. Le plus rapide s'approche de face, attirant le regard de la proie. Les deux autres s'approchent silencieusement de chaque côté, bloquant la fuite. Lorsque la cible perd l'équilibre, le plus fort porte le coup fatal. Tout se déroule avec précision, sans appel ni signal. Il n'attaque que lorsque le troupeau de buffles est négligent, qu'un jeune buffle se sépare du troupeau ou qu'un individu est fatigué. Cette patience peut durer des heures. C'est pourquoi, dans l'Okavango, très peu d'espèces résistent aux tactiques de la troupe de lions. Le soleil se couche progressivement, une lumière dorée se répand sur les prairies de l'Okavango. Plus au sud, un vent léger fait onduler l'herbe comme de l'eau. Les rugissements se sont estompés, laissant place à un autre rythme de vie dans la savane. Sur une étendue de terre sèche où l'herbe est plus basse et la vue dégagée, une silhouette élancée glisse. Le guépard. L'animal le plus rapide du monde naturel. Il n'a pas la puissance écrasante d'un lion, mais il la compense par sa vitesse et sa précision impitoyable. Son physique est très différent de celui des autres grands félins d'Afrique. Son corps est longiligne, ses pattes sont longues et musclées vers l'arrière, sa colonne vertébrale est flexible comme un ressort et sa longue queue assure l'équilibre lors des changements de direction à grande vitesse. Sa fourrure jaune pâle est parsemée de taches noires rondes qui l'aident à se fondre dans l'herbe sèche, tandis que deux stries noires courent du coin de ses yeux jusqu'au bord de sa gueule, réduisant l'éblouissement lors de la chasse de jour. Ces caractéristiques, combinées à une poitrine large contenant un cœur et des poumons volumineux, permettent au guépard d'atteindre des vitesses de 95 à 110 km/h en quelques secondes, mais ne peut maintenir qu'un sprint court d'environ 200 à 300 mètres. Cette vitesse est suffisante pour en faire un tueur rapide, mais elle exige également un timing précis, car une poursuite manquée lui coûtera beaucoup d'énergie.
Contrairement aux lions qui chassent en groupe, les guépards sont des chasseurs solitaires. Au loin, un troupeau d'impalas broute tranquillement. Ils ignorent que, derrière l'herbe basse, les yeux jaunes du guépard suivent chacun de ses mouvements. Son corps est plaqué au sol, se déplaçant si légèrement qu'il ne fait trembler aucun brin d'herbe. Mètre par mètre, il raccourcit la distance, empêchant le vent de souffler devant lui afin que l'odeur ne soit pas détectée. Soudain, le guépard s'enfuit. Un coup de patte avant fait perdre l'équilibre à l'impala, qui se referme rapidement sur sa proie. La chasse prend fin rapidement. Le guépard entraîne sa proie dans l'herbe cachée pour commencer le festin. Mais dans l'Okavango, la paix est rarement de longue durée. À proximité, quelques babouins s'étaient arrêtés en plein mouvement. Ils se dressaient sur leurs pattes arrière, les yeux rivés sur la chasse, leurs cris brefs alertant le groupe. Certains observaient avec curiosité, d'autres se tenaient à distance. Pour eux, c'était à la fois un spectacle à voir et un rappel de la proximité d'un prédateur. L'air changea. Le regard du léopard se balança. L'odeur du sang avait attiré les intrus. Depuis la lisière des prairies, de petites silhouettes aux épaules hautes et à la fourrure tachetée s'approchèrent. Des hyènes tachetées. Les plus grands charognards d'Afrique, leur corps robuste, leurs épaules hautes et leurs hanches basses et inclinées leur donnaient une puissante poussée avec leurs pattes avant. Leurs mâchoires sont parmi les plus puissantes du monde animal, capables de broyer de gros os en quelques secondes. Ils vivent en meute, ont une hiérarchie stricte et coordonnent leur chasse aussi efficacement que des lions. Chaque pas est une déclaration de guerre. Ils ne se cachent pas, ne se précipitent pas, car ils savent que leur force collective et leur agressivité en feront fuir beaucoup. La bataille d'aujourd'hui pour voler la proie est inévitable. Il avance sans hésitation, car il sait que le guépard, quelle que soit sa vitesse, aura du mal à résister à la pression de la meute. Le guépard se lève et recule de quelques pas.
Seul, il ne peut affronter les mâchoires d'acier et les rires sauvages qui résonnent de toutes parts. La meute entière de hyènes se précipite pour se rapprocher. Dans ce monde, la sagesse consiste souvent à savoir quand battre en retraite. Après quelques secondes de tension, le léopard a été contraint d'abandonner son festin, disparaissant discrètement dans l'herbe, laissant le champ de bataille aux nouveaux venus. À cet instant, il transformait le butin du guépard en un festin commun. Dans l'Okavango, chaque apparition de la hyène tacheté modifiait l'équilibre des forces à la table de survie. Les chasseurs n'étaient pas toujours les mangeurs, et pour eux, les opportunités résultaient toujours des échecs des autres. Dans la prairie de l'Okavango, la lumière de l'après-midi s'estompait progressivement, apportant avec elle une brise fraîche qui glissait dans les hautes herbes. Le troupeau de buffles, qui venait d'échapper à la poursuite acharnée du matin, retournait lentement en territoire familier. La lumière du soleil de l'après-midi avait perdu de son éclat, apportant avec elle un faux calme. Pour les buffles, le prix à payer pour survivre une journée était trop élevé. Ils avaient perdu un membre au profit des lions, et maintenant, leur formation compromise, ils devaient trouver un refuge. Ils se déplacent en groupe de plusieurs dizaines à plusieurs centaines d'individus, les femelles et les petits au centre, et les mâles robustes formant le cercle extérieur comme garde du corps. Mais dans cette steppe, la faiblesse attire les prédateurs de partout, et le danger ne vient pas seulement des géants. De loin, des fantômes apparaissent et disparaissent. Les lycaons. Ils n'ont pas besoin de se cacher comme les léopards, mais leur pelage rayé, parsemé de taches brunes, noires et blanches, rompt complètement les lignes de leur corps, les faisant étrangement se fondre dans l'herbe sèche. Avec de grandes oreilles rondes comme deux antennes paraboliques et un corps élancé, ils apparaissent et disparaissent dans la steppe. Ce sont les marathoniens du monde de la chasse. N'ayant pas la force des lions, leurs armes sont une endurance sans fin et une stratégie impitoyablement coordonnée. Ils reconnaissent immédiatement la cible la plus facile. Le buffle et sa mère ralentissent, séparés du troupeau. Ils n'ont pas attaqué en masse, mais ont entamé une poursuite calculée. Les lycaons ont chargé.
Dans un moment de chaos, toutes les défenses de la mer s'effondrèrent. Quelques heures seulement après la première tragédie, le petit devint la proie des féroces Lycaons. Dans la leçon ultime et la plus dure de l'Okavango, dans ce cycle de vie et de mort, une petite fissure suffit à briser un bouclier défensif entier. Alors que les dernières lueurs du crépuscule tombaient sur la savane de l'Okavango, l'histoire du troupeau de buffles du Cap a révélé une cruelle vérité: dans ce monde, une petite fissure suffit à faire s'effondrer une forteresse entière. C'est un microcosme de l'Okavango tout entier, où force, intelligence, vitesse et opportunité s'entrechoquent constamment. Chaque espèce, du chasseur à la proie, est un guerrier contraint de perfectionner sa stratégie de survie chaque jour, car une seule erreur de calcul peut coûter des vies. Ce sont ces guerriers qui écrivent l'épopée de la vie sur cette grande scène. De toutes ces confrontations féroces, quel moment vous a le plus marqué ? Partagez vos émotions dans les commentaires. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour continuer à explorer avec nous les histoires incroyables du cœur du monde sauvage.